joli. Mais pour moi, c'est bizarre. Ça montre mes fesses à certains. Bon, on va s'adapter. Je vais vous poser une question avant de commencer, parce que de la réponse va peut-être dépendre de certains passages que je dois faire des choix. C'est pas du tout pour vous juger, c'est pour évaluer à peu près combien de gens ici n'ont jamais vu de mes conférences. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Ouais, donc un grand nombre. Donc je vais être obligé du coup de donner, on va dire, un aperçu de ce que je fais en conf habituellement. C'est-à-dire que je ne vais pas aujourd'hui pouvoir faire la conf totalement bien détaillée sur tous les points. Je vais être obligé de faire un raccourci, d'aller vite. Et pour ceux que ça aura intéressé, je vous renvoie vers d'autres vidéos en ligne où je creuse et où je développe davantage. Parce que ça, forcément, je ne peux pas être dans la subtilité sur tous les messages que je dois vous faire passer. Forcément, certains des messages vont arriver un peu de manière abrupte. Et je ne peux pas tout étayer à 100%. En tout cas, juste pour vous dire qu'effectivement, je dis conf depuis le début, on dit conférence. En fait, il y a un gros malentendu là-dessus, c'est quoi une conférence? Ce n'est pas véritablement une conférence. C'est un moment que je vous propose, qui est un moment de passage. C'est un passage, un point de passage, clé, pour vous réveiller, pour essayer de faire en sorte que même ceux parmi vous qui croient être déjà réveillés se réveillent vraiment. Vous savez, c'est en fait dans un semi-sommeil, et on a l'impression qu'on s'est réveillé. Non, il y a un deuxième rêve encapsulé dans le rêve, c'est l'inception. Là, en l'occurrence, vous pensez être réveillé, mais je vous dis tout de suite, la grande majorité, en tout cas, puisque je ne connais pas, je ne peux pas dire que c'est 100% des gens, mais en tout cas, la grande majorité des gens dans cette société, même ceux qui croient l'être, ne sont pas réveillés. Et on a sérieusement besoin de se bouger les fesses, parce que les enjeux aujourd'hui auxquels on fait face sont des enjeux absolument inédits. Alors après, on peut se damner comme on veut, on peut désespérer comme on veut, on peut se dire que les conditions ne sont pas réunies, elles ne sont pas bonnes. Bon, je ne vais pas parler d'actualité, je n'ai pas prévu, je n'ai pas le temps de rajouter 5 minutes là-dessus, mais si vous avez des questions un peu là-dessus éventuellement. Mais globalement, on est effectivement face à des enjeux graves, et avec en plus des moyens d'action qui ne sont pas forcément les bons. Partant de ça, on pourrait se dire, bon, bah, c'est foutu. Alors, non. Alors, ça ne veut rien dire, et effectivement, on va voir ça tout à l'heure, les choses sont foutues, mais pas tout. Il va falloir se battre. Et il y a des grands malentendus, déjà, et ça c'est pareil. Pour ceux qui voudront creuser cette question, je vous éventuellement vous indiquerai un ou deux autres contenus où je développe vraiment, mais là, ça va aller rapidement. Il y a des malentendus, des grands malentendus qui nous bloquent, des malentendus, des faux... Comment dire, sur certaines choses, on voit bien qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres, mais sur d'autres choses, on a l'impression, là, ça y est, il y a une vérité. Il y a des experts, il y a des scientifiques, ils sont compétents, ils nous expliquent ce qui se passe. Bon ben, on a compris. Enfin, quand je dis en tout cas certains ont compris. Et puis comme en plus ces gens-là vont communiquer, vont conseiller des fois certains décideurs, les décideurs, ils ont compris. Oui, parce qu'ils ont eu l'information. Ils ont compris. Alors déjà, on va avoir une information et comprendre, et un monde. Et au-delà de ça, il y a des grands malentendus. Nous faisons, et quand je dis nous, c'est la planète entière avec les humains dessus, et c'est notamment aussi même la communauté scientifique. Nous faisons d'énormes erreurs de méthode. Je veux d'abord attirer l'attention là-dessus. L'erreur de méthode que l'on a est la suivante. Je vais utiliser pour l'expliquer une vieille histoire, qui est une histoire qui a plus de 5000 ans, qui vient d'Inde, qui s'appelle Les aveugles et l'éléphant. C'est dans un village reculé en Inde, il y a des aveugles. Un jour, quelqu'un arrive au village avec un éléphant. Les aveugles, étant aveugles de naissance, n'ont jamais vu d'éléphant. On leur en a parlé. Et enfin, arrive l'opportunité pour eux de toucher la bête et de se faire une idée de la gueule d'un éléphant. Ils arrivent, il y en a un qui se met sur le côté et commence à toucher le flanc de l'éléphant. Puis il dit, finalement, un éléphant, ça ressemble un peu à un mur. Puis celui qui touche la patte à côté, il dit, non, ça ressemble à un arbre, qu'est-ce que tu racontes? Puis celui qui touche la queue dit, je ne comprends pas de quoi vous parlez, un éléphant, ça ressemble à une corde. Et celui qui touche la trompe, il dit, non, ça ressemble à un serpent. Bon, dans certaines versions de l'histoire, ils en arrivent même à se battre. Au final, qu'est-ce que ça nous dit cette petite histoire? Qui vaut ce qu'elle vaut, ça nous dit qu'il y a différentes personnes qui ont une partie qui détiennent une partie de la réalité, qui ont accès à une partie du réel, et ensuite ils font une approximation de ce réel en rapprochant quelque chose qu'ils connaissent déjà. Mais ils le font bien. Chacun de son côté fait une approximation qui au premier ordre est très bonne. C'est tout à fait rationnel. Donc on a une bonne approximation de différentes parties de l'éléphant. Et pourtant, quand on fait la somme de ce que racontent les aveugles, on n'a aucune idée de la tronche d'un éléphant. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes dans un monde où nous avons d'excellents experts de tout un tas de sujets. Et il y en a un jour qui va venir vous raconter, comme moi ici dans une salle, ou à la télé, parce qu'il y en a qui sont très médiatisés, ou sur une chaîne YouTube, que sais-je, il y en a qui va arriver, il y a un expert qui va arriver d'un sujet, qui va dire voilà le problème, et voilà quelques idées de ce qu'on peut faire face à ce problème. Donc il y a à la fois des solutions et des préconisations. Et là, on peut faire la somme de tout ça, et on couvre tout.
Il y a des experts de tout. Il y a des experts du climat, des experts de la biodiversité, des experts de l'eau, des experts des ressources, des experts de l'énergie, des experts... Et en fait, tous, on nous présente une bonne analyse de leur champ disciplinaire et quelques idées intéressantes de ce qu'on peut faire. Et on a l'impression que si on fait la somme de tous les constats, on a compris les enjeux, et que si on fait la somme de toutes les solutions et toutes les préconisations proposées, on va résoudre le problème, le grand problème. Ben c'est faux. Ben c'est complètement faux. Et les scientifiques, aussi bons soient-ils, ça personne ne le remet en question dans leur domaine, mais la manière dont la société a organisé et articulé les différentes expertises entre elles est mauvaise. Ça ne nous permet pas de comprendre la gueule de l'éléphant. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'éléphant. On va essayer de comprendre les choses, et c'est peut-être que ça va demander de décomprendre un certain nombre de choses aussi. Il y a deux parties dans mon intervention. La première partie, qui est la plus longue, je suis désolé, mais je suis obligé de passer 1 heure environ, peut-être même un tout petit peu plus sur cette première partie. Ça va aller extrêmement vite parce que je n'ai pas le temps de faire une version, je voulais développer. Donc pour ceux qui veulent une version qui va un petit peu moins vite, allez hop, il y a des vidéos en ligne où je prends plus de temps. Mais globalement, première partie, ça va aller extrêmement vite sur essayer de comprendre effectivement la systémique de notre problématique. Parce que nous sommes face à une problématique qui est intrinsèquement systémique et qui touche toutes les dimensions de ce qu'on appelle le système Terre. Et le système Terre, c'est là où il y a de la vie sur cette planète. Et ça peut paraître grand, vaste, peut-être trop, un peu abstrait. On va d'abord partir de ça, pour ensuite, en cohérence, redescendre de façon, je dirais, en entonnoir, jusqu'à en quoi ça nous concerne, en quoi ça nous engage, de façon un peu plus concrète ici, aujourd'hui et demain. Donc, d'abord, on parle du système Terre. Le système Terre, il y a de la vie sur Terre, il se découpe en 6 différentes parties. La première partie, c'est la lithosphère, l'ensemble c'est la couche externe plutôt de la planète, du manteau de la planète. Et on tire de cette... Je ne sais pas pourquoi cet écran-là, il n'est pas comme les autres. On s'en fiche. On tire de cette couche externe un certain nombre de ressources, une société moderne, pour fonctionner. La première de ces ressources, c'est le pétrole, parce que nos sociétés aujourd'hui n'existent sous la forme sous laquelle elles existent, que parce que depuis X décennies, nous avons en permanence, de façon stable et fiable, une abondance de pétrole bon marché. La question n'est pas est-ce qu'il y a du pétrole quelque part dans le monde? Oui, il y en a. Voilà, il y en a, c'est réglé. Il y en a même, du point de vue climatique, trop. Il y a de grandes questions autour de ça. Comment on fait, est-il possible de faire, en sorte qu'on se mette d'accord collectivement avec des sociétés multinationales qui sont privées, mais avec des sociétés également d'État, dans un contexte d'une somme de souveraineté nationale et d'une somme de bras de fer et de rapports de force et de puissance. Dans ce contexte-là, comment on arrive à faire en sorte qu'on soit tous d'accord à aller chercher l'essentiel du pétrole qui est dans le sol, alors que ça représente une manne financière considérable et que des fortunes gigantesques, les plus grandes de l'histoire certainement, se sont faites, parmi les plus grands, se sont faites sur cette manne. Comment on fait? Grande question à part entière, j'y répondrai pas ce soir. Mais globalement, nous avons effectivement plein d'enjeux autour du pétrole. La question, c'est pas est-ce qu'il y en a dans le sol, la question, c'est est-ce qu'il y en a à Grenoble? Et combien il y en a, la quantité, et combien il y en a, combien ça coûte, le prix? Et est-ce qu'on en a tous les jours ou juste le lundi et le mercredi? Et qui c'est qui l'a? Selon quels critères? Qui c'est qui décide? Etc. Et ce sont des questions que vous allez voir. Vous allez voir. Oui, vous allez voir. Des questions qu'on va se poser sous une forme ou une autre, dans un délai pas si éloigné que ça. Dans les 20 prochaines années, probablement, on va commencer à se poser ce type de questions. Aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, le pétrole, il arrive à nous. C'est facile. Et les grandes découvertes de pétrole, voyez-vous, elles datent depuis une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on est descendu à un taux de remplacement du pétrole conventionnel qui est de l'ordre de 16%. Je ne vais pas rentrer dans les détails, toujours pareil, je vais vite, mais globalement, ce que ça signifie que pour chaque baril de pétrole que l'on découvre, on en consomme 6 aujourd'hui à l'échelle mondiale. Voilà un petit peu les ordres de grandeur. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement de pétrole? Écoutez, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Et d'ailleurs, sur tous les autres sujets, je n'ai pas d'avis. Mon expertise, c'est une expertise méthodologique. C'est une façon de penser, l'analyse systémique, on en parlera un petit peu après, et c'est une façon de faire fonctionner les analyses ou d'articuler les différentes expertises, les unes avec les autres. Et moi, je suis spécialiste d'aucun des sujets, et par exemple, pas un spécialiste du pétrole. Alors, je ne peux faire, et vous pouvez faire, que ceci. Regardez. Là, si vous voyez, là, mon pointeur, ça sert à rien, c'est bien. En haut à droite, il y a écrit Reichstadt Energy. Reichstadt Energy, c'est vraiment c'est la référence mondiale en termes de données sur le pétrole. C'est la référence qu'utilisent la plupart des compagnies pétrolières elles-mêmes au-delà de leurs propres données internes. Donc, maintenant, quand on fait la synthèse pétrolier d'ici à 2030. Voilà la conclusion des travaux, de la synthèse des données de Reichstadt. On
va pas dire ensemble tout ce qui est à droite. Le support de communication, à la fin, vous aurez un lien, vous pourrez y accéder. Chacun d'entre vous pourra avoir le support. Et puis si vous voulez aller lire le rapport, vous pourrez le lire. Il est intéressant et c'est gratuit. Mais n'empêche que, la vision consiste à dire, mais il n'y a pas de problème de disponibilité des ressources. Ok, si ça vous fait envie, si ça vous fait plaisir d'y croire, croyez-y. De mon côté, en tout cas, j'ai beaucoup de points qui m'amènent à penser le contraire, sur le pétrole. Et je pense que, je ne suis pas le seul à le penser, une fois de plus, je fais comme ça. Pour certains, je n'ai aucune idée. Donc on verra bien. Mais nous sommes sur le point, probablement, de la probablement cette première moitié, de sortir de l'ère du pétrole à présent. Ce n'est pas une crise. Ce n'est pas un mauvais moment à passer. Et puis on va ensuite revenir à ce qui sera le plus possible de la normale. C'est la fin d'une ère. Je parlais de l'Holocène, du début de cette période. Commencé à la sortie de la glaciation, derrière on a pu se sédentariser, l'agriculture, les civilisations. Ok, très bien. Depuis 1700 ans, avec évidemment des hauts et des bas, parce qu'il y a eu des grands moments de crise, des grandes guerres, etc. Et en tendance lourde, en tendance longue, nous avons eu toujours plus. En énergie notamment. Et nous sommes sur le point, là, parmi cette problématique qui va de basculer dans le toujours. Il n'y aura pas de retour en arrière. Un jour, on va aller continuer l'espace. Ok. Peut-être. Ah oui. Certainement pas sur cette planète. On n'ira pas vers les autres. Et ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on irait récupérer ailleurs? On va faire revenir sur Terre des millions de tonnes de quoi que ce soit, des minerais ou autres, dont on aurait besoin pour que ça fasse la moindre différence. On va faire ça? C'est même pas refaire revenir sur Terre que d'une tonne. Ça fait atrocement cher. Il y a autre chose au regard de cette planète. On va considérer que nous vivons, là en tout cas à l'échelle de temps qui nous concerne, nous vivons dans un système qui n'est pas un système fermé, parce qu'on échange des radiations solaires par exemple, mais qui est un système limité, qui a des limites, notamment sur la disponibilité des ressources comme le pétrole. Nous sommes sur le point de sortir de cette ère du pétrole abondamment marché et ça va tout changer. Et on n'y est pas prêt, on n'a pas pris la conscience de ça. Déjà, c'est la première baffe qu'il faut réussir à se prendre. Nos modes de vie n'existeront plus dans 30, 40 ans. Je ne sais pas ce qui va se passer, et je ne sais pas comment on va y aller. Je ne sais pas quels seront les éléments de bonnes surprises et les éléments de mauvaises. Mais il n'y aura pas que des bonnes. Surtout parce qu'on ne se prépare pas. Et nos vies n'auront plus rien à voir. On va garder des choses, j'espère, mais celles les bonnes, j'espère. Mais nos vies n'auront plus rien à voir dans la seconde moitié de ce siècle par rapport à cette première moitié de siècle. Et ça, nous n'en avons pas pris conscience. On se prolonge dans l'avenir de façon qui est encore très très naïve par extrapolation tendancielle, linéaire. La France n'est pas un pays très producteur de pétrole, environ 1,5% du pétrole qu'elle consomme. Donc on est tributaire de notre capacité à importer cette ressource sur un marché qui va nécessairement se tendre. Le pétrole, on peut se dire, ne fournit qu'un tiers de l'énergie primaire mondiale, mais sans lui, on ne sait pas produire le reste. Il n'y a pas d'industrie minière, il n'y a pas d'industrie extractive aujourd'hui, si on n'a pas, à un moment ou à un autre, beaucoup de pétrole. Bon marché. De la lithosphère, on tire également des minerais pour un certain nombre de choses, notamment nos gadgets favoris. Et j'attire votre attention sur le fait que la France et l'Europe ne sont pas non plus très productrices de minerais, et que là-dessus, on est également très dépendant des approvisionnements. Approvisionnement, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait quelque part, il faut qu'ils acceptent de nous le vendre, il faut qu'on puisse l'acheter. Et plein d'autres choses encore. Il faut que la logistique fonctionne bien, etc. Alors, ça, c'est le grand projet de transition énergétique tel qu'il nous est quand même majoritairement vendu. Si vous voulez, si vous allez dans un salon professionnel sur la transition énergétique, vous allez surtout avoir des images comme ça. Évidemment, c'est une vision caricaturale et une vision très simpliste et restrictive de ce que doit être une transition énergétique. La transition énergétique, c'est 3 grands piliers. Le premier grand pilier, c'est, oui, effectivement, quelque chose comme ça. C'est produire l'énergie différemment, parler de manière moins carbonée, moins émissive. C'est stocker l'énergie différemment et c'est l'utiliser différemment en électrifiant notamment un certain nombre d'usages et de dispositifs. Ok, pilier numéro 1. Pilier numéro 2, l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que pour produire une chose donnée, on va au passage dépenser, consommer moins d'énergie. Bon, très bien, on améliore l'efficacité énergétique depuis des décennies, on continue à l'améliorer. C'est d'ailleurs à une vitesse qui est relativement stable dans le temps, c'est assez impressionnant. Voilà. Et ça se joue essentiellement par 2 sous-leviers.
premier levier, c'est une certaine optimisation, et le second levier, c'est de l'innovation technique. Troisième grand pilier de la transition énergétique, c'est la sobriété. La sobriété elle-même a deux catégories de leviers. Le premier levier, c'est la réduction des superflus. Donc on va baisser le chauffage de son appartement l'hiver, et peut-être mettre une couche de plus si nécessaire sur nous. On va conduire un peu moins vite sur l'autoroute. Voilà. Et puis on va peut-être faire des choses qui semblent totalement évidentes et qui pourtant, jusqu'à très récemment, ne l'étaient pas et ne se font toujours pas pour beaucoup de gens, à savoir peut-être éteindre la lumière la nuit dans les locaux d'une entreprise ou dans la vitrine d'un magasin quand ça n'intéresse personne, et un certain nombre de choses comme ça. Bon. Donc là, on a un champ effectivement d'amélioration. On peut rogner sur un certain nombre de superflus ou de gaspillage carrément, qui fait qu'on a un levier à actionner. Sauf que, et vous allez le voir après, quand on connaît les ordres de grandeur, mesdames et messieurs, on sait que la nature de la baisse qu'il faut occasionner des émissions de gaz à effet de serre est telle, l'ampleur de ça est telle, que même si on développe à fond les renouvelables, ce qu'on est en train de faire à peu près, les renouvelables, l'éolien et le solaire explosent, enfin le solaire encore plus, à une vitesse qui n'avait pas été anticipée. Donc on dit, même si on développe à fond les renouvelables, même si on électrifie à fond, même si on améliore encore et on prolonge la courbe de façon assez optimiste sur notre capacité à améliorer l'efficacité énergétique, et même si on rogne, là il y a un gros chantier, on rogne sur tous les superflus, bon, ben on est encore très très loin du compte. C'est ça le problème, vous voyez, c'est que même en faisant tout ça, on est encore extrêmement loin du compte. On a peut-être fait le tiers, on a peut-être fait 40%, mais on n'atteint même pas la moitié. Et qu'en fait, il n'y a pas moyen de s'en tirer si on n'actionne pas le dernier levier, c'est-à-dire un des deux leviers sous le troisième pilier, qui est la sobriété énergétique. Ce levier-là, c'est produire et consommer moins. Voilà. Bon, ben ça, personne n'en parle. Ici, certains, je veux dire, dans les instances décisionnelles, à quelques rares exceptions près, on n'en parle pas. On ne veut pas produire et consommer moins. Non, il faut nécessairement que l'on puisse réduire l'empreinte écologique, les pressions sur la nature, mais continuer à croître économiquement, sinon notre modèle s'effondre. Donc on nous vend de la croissance verte, on vend d'autres choses, mais on va voir que ces choses-là ne tiennent pas forcément sur des choses très concrètes. On ne peut pas imaginer décroître. C'est impensable, ce serait une casse sociale terrible, n'est-ce pas? Non, on va en parler, parce que vous allez voir, il faut déconstruire un certain nombre d'idées préconçues qu'on a sur ces questions. Maintenant, je reviens à ça. Et c'est quand même une partie importante de l'équation. Je reviens à ça. Bon, alors développer ça, ça demande quoi? Ben, ça demande énormément de minerais, notamment de métaux. Parce que électrifier, c'est des réseaux électriques en plus. Et ça demande essentiellement du cuivre. Alors on peut remplacer pour certains usages par de l'aluminium, on y perd en performance au passage, mais globalement, aujourd'hui, il n'y a pas de grande transition énergétique, il n'y a pas de grande électrification du monde à des fins de décarbonation sans énormément de cuivre. Les bobinages tous les moteurs électriques, c'est du cuivre. Un véhicule thermique, c'est environ 20 kg de cuivre, un véhicule électrique, c'est entre 70 et 100 kg de cuivre. Donc, véhicule équivalent, de taille équivalent. Donc voilà, donc du cuivre, il va en falloir énormément. Or, le cuivre, il est où? Ben, il y en a beaucoup, surtout au Chili. Et puis, le deuxième pays après le Chili, selon les estimations, c'est soit le Pérou, soit l'Argentine, soit l'Australie. Et ce sont des pays qui sont confrontés, tous, à une grave crise hydrique. Et au Chili, par exemple, l'aridité perturbe déjà la production de cuivre, les mines de cuivre doivent fermer à certains moments parce qu'il n'y a plus d'eau, à certains autres moments, il n'y a plus d'eau carrément au robinet de la capitale. Si vous faites sur votre moteur de recherche préféré le mot de la recherche avec les mots Chili ou Pérou d'ailleurs, guerre de l'eau, ben, vous allez trouver des choses très intéressantes, parce que vous allez voir qu'il y a déjà la question là-bas qui se pose, la question, est-ce qu'on utilise l'eau pour manger et pour boire, ou est-ce qu'on l'utilise pour produire les minerais dont le monde a besoin pour sa grande transition énergétique? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais d'un côté ou de l'autre, pas bien. Le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre, nous disent les experts. Vous avez suivi cet article dans Le Monde il y a à peu près 3 mois, je crois, c'était quand ça 11 mars, qui disait, depuis pas 3 mois, qui disait la capacité de production et l'ouverture de nouvelles mines ne parviennent pas à couvrir l'explosion de la demande mondiale. On parle bien de cuivre en l'occurrence. Mais c'est pareil sur le lithium. Bref, il y a 2 ans, à Nancy en France, il y a eu le World Materials Forum qui réunit les experts mondiaux des matériaux. Ils ont lancé une alerte rouge, la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. On n'avait pas entendu parler au JT. Il y a 1 an, on a eu ce communiqué de l'OCDE qui dit, ensemble, la production et les échanges internationaux des matières premières les plus essentielles n'arrivent plus à suivre les prévisions de demande relatives aux métaux et aux ressources minérales nécessaires pour transformer l'économie mondiale et passer d'un monde où les combustibles fossiles dominent à une ère axée sur les technologies d'exploitation des énergies renouvelables. Pareil, ça n'a pas fait les gros titres.
Dommage, voyez-vous, que ce communiqué ou que l'alerte lancée par les experts il y a 2 ans n'ait pas fait les gros titres, parce que ce que ça vous dit en creux, c'est que le grand projet sur lequel l'humanité a tout misé, son avenir et l'avenir du reste du vivant, il y a de grandes chances pour qu'il ne fonctionne pas. Il y a des chances pour qu'on le fasse, on est en train de le faire, on va continuer de le faire, mal, d'ailleurs souvent, pas partout, une fois c'est bien, mais que ça ne suffise pas, et qu'on n'y arrive pas, qu'on va buter sur des limites. Je ne suis pas en train de dire, à partir du moment où je prononce cette phrase, certains m'estampillent ennemis de la transition énergétique. Il faut arrêter de délirer. Non seulement je ne suis pas ennemi de la transition énergétique, mais je dis que sous certaines conditions, si les arbitrages sont bien faits, si on minimise les externalités négatives qui vont avec dans la mesure de nos moyens, alors une transition énergétique avec une décarbonation et une électrification, notamment de nos usages, sont des choses qui sont absolument vitales. Je ne suis pas un ennemi, je dis que c'est absolument vital. Mais c'est quoi le plan B? Car il faut le faire, mais quand on aura compris que non, on ne peut pas aller jusqu'au bout du délire et qu'on se retrouve confronté à des limites et que ça ne va pas boucler, qu'est-ce qu'on fait? Accessoirement, la transition énergétique aujourd'hui, est-ce qu'elle fonctionne? Elle se fait, mais est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'on peut ouvertement dire, comme ça nous est présenté tout le temps, que ça fait partie de la boîte à outils qui représente des solutions? J'ai de très mauvaises nouvelles pour vous, on va en parler juste après. Parce que ça pourrait peut-être l'être. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas une fois de plus. Ça rentre dans l'ensemble, toutes les stratégies qu'il faut mettre en place simultanément. Mais est-ce que c'est une solution? Il faut se poser des questions sur le mot solution. Vous savez, les gens qui demandent, c'est quoi les solutions? Ce sont des gens qui cherchent à se rassurer sur la capacité de contrôle du monde. On va contrôler, on va trouver des solutions. Alors, le contrôle, mesdames et messieurs, on l'a perdu déjà très très longtemps. Aujourd'hui, il faut accepter que les parts de contrôle, certes, peut-être qu'on peut retrouver, mais il va surtout se préparer à la grosse part de non-contrôle, qui va avoir des applications très sérieuses. Mais on y reviendra. Voilà, juste pour vous dire, vous aurez une fois plus de support, donc il y a des choses que je vais passer rapidement, vous pourrez creuser si vous voulez, sur la question du cuivre, d'après l'Agence internationale de l'énergie. En 2023, c'est bon, on va découpler la demande. En 2025, ça commence très légèrement à découpler. Et à partir de 2030, là, on voit déjà qu'il y a un décalage entre ce qu'on est capable de produire, c'est l'histogramme en orange là, et puis ce qu'il faudrait que l'on produise pour répondre à la demande. Et ça, c'est différentes courbes. La courbe du haut, c'est la courbe qui est la plus consommatrice de cuivre, c'est la courbe NZE, c'est-à-dire Net Zero Emissions. Donc là, on serait sur la bonne trajectoire pour véritablement décarboner le monde. Et on voit qu'en 2040, la dernière, là, on produit à peine la moitié de ce qu'il faudrait produire. Ça, c'est d'après l'Agence internationale de l'énergie. Mais c'est pareil pour d'autres types de minerais. Celui qui est le plus à risque, d'après l'Agence internationale de l'énergie, c'est le lithium. C'est pas un mélange de différents types de risques. Une fois de plus, c'est pas juste est-ce qu'il y en a dans le sol. C'est pas qu'une question de stock, c'est une question de flux. Sauf que pour que ces flux soient assurés, et bien à la fois, il peut y avoir des risques qui portent sur la capacité de production, ok, mais aussi sur les risques géopolitiques, c'est en jaune là, mais aussi sur tout ce qui est disruption localisée ou plus globale, c'est pas des disruptions d'un pays, ça peut être national ou régional, et puis sur ce qui est exposition à des risques de nature environnementale, sociale, des risques de gouvernance et des risques liés au changement climatique. Et c'est la somme de ces différentes catégories de risques qui fait que on va voir qu'effectivement on va avoir des problèmes à répondre à toute notre demande. Voyez-vous, le problème que l'on a majoritairement sur Terre, c'est que nous avons un grave problème vital, enfin mortel plutôt, un problème funeste, qu'il faut absolument qu'on résolve. Ce problème-là est planétaire, qu'on émette une molécule de gaz à effet de serre ici ou à l'autre bout du monde, finalement ça ne change pas grand-chose. C'est un problème planétaire, il faudrait être coordonné de façon à l'échelle planétaire, et ça, on ne sait pas faire. Nous n'avons qu'une instance de conversation internationale, des COP, et après, chacun rentre chez lui, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut. S'il est climato-sceptique, on ne peut rien y faire. S'il n'a pas les moyens, il se démerde. Et s'il ne sait pas faire, s'il fait des erreurs, si derrière il y a des effets rebonds à la con qui fait que le remède est pire que le mal, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais on est tous dans le même bateau, ça n'a pas de sens, tant pis pour eux. Ça n'a pas de sens qu'ils se démerdent. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, donc, globalement, dans un contexte où les ressources nécessaires pour décarboner vont être de plus en plus difficiles à avoir et vont être de plus en plus chères, dans le monde actuel, qu'est-ce qui va se passer? Les riches pourront avoir ces ressources et faire leur transition énergétique, tandis que d'autres pays plus pauvres ne pourront pas faire leur transition énergétique. Mais il n'y a pas, une fois de plus, leur transition énergétique. Nous sommes tous dans le même bateau. Et nous devrions aujourd'hui, si on était un petit peu moins cons, nous devrions aujourd'hui, au lieu de mettre de la compétitivité juste dans la transition énergétique,
Nous devrions avoir un pot commun où les pays abonderaient en fonction de leurs moyens et qui serait ensuite dirigé vers là où il y a une urgence, il y a une grande urgence de décarbonation. Un pays comme la France, un pays comme la Suède, un pays comme la Norvège, qui sont des pays dont le mix énergétique est relativement peu carboné, auraient intérêt, dans l'intérêt des Français et des Suédois et des Norvégiens, à investir majoritairement et prioritairement dans la transition énergétique de l'Inde. Que ce soit des problèmes d'énergie ou de matières premières, mesdames et messieurs, les deux, puisque comme les matières premières, les minerais sont de moins en moins concentrés, il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher, mais l'énergie étant de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. La multiplier par l'autre, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive en des systèmes, dit autrement un emballement du système, autrement. Voilà. Deuxième dimension du système Terre appelée la lithosphère, l'hydrosphère. Je vais accélérer. Non mais vraiment. L'hydrosphère, l'ensemble des eaux, la surface, la profondeur, etc. Je vous fais un tour de piste rapide. Alors, déjà, il y a des évolutions chimiques absolument partout de l'hydrosphère. Ça dépend des endroits, évidemment, c'est plus ou moins, ça dépend par mais c'est de pire en pire. On a des pollutions physiques. Là, par exemple, c'est plus facile, et c'est aux Philippines. On a des pollutions qui touchent les animaux également, ça ne touche pas que les hommes, sur Terre comme en mer. On a des phénomènes d'acidification de l'hydrosphère. Cette acidification, elle se voit notamment au niveau des coraux. Les barrières de corail sont en train de dépérir. Les experts nous disent que si on atteint un peu un niveau de réchauffement de 2 degrés par rapport à la crainte industrielle, c'est minimum 99% des coraux qui vont disparaître. Minimum 99%, c'est dommage parce que, voyez-vous, il y a à peu près 25% de la vie marine, d'après les experts, qui dépendent des coraux pour vivre, pour s'y reproduire ou pour les vivre d'ailleurs, pour s'y reproduire. Donc, ça va être, de toute manière, c'est sûr, ça va avoir un impact énorme sur les chaînes trophiques, les chaînes alimentaires océaniques et bien au-delà. Nous avons des atmosphères qui se réchauffent. Vous le saviez, nous avons un niveau de la mer qui augmente. De plus en plus vite en moyenne mondiale, on passe à 5 mm par an. Nous avons des phénomènes de salinisation de la nappe phréatique. Alors là, par exemple, ce monsieur qui est au Bangladesh, c'était un agriculteur, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Avant, il produisait que sais-je, et aujourd'hui, il produit rien du tout. Voilà, parce que la nappe phréatique dont il dépendait, c'est salinisé. Et la raison principale pour laquelle ça s'est produit, c'est parce que nous avons des cycles de mousson qui sont totalement déréglés là-bas. Et à certains moments de l'année où ils ont absolument besoin d'eau, ils en avaient jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils n'en ont plus, ils creusent des puits pour récupérer l'eau dont ils ont besoin. Et pour eux, creuser un puits, c'est une solution. Et cette solution de court au moyen terme, la notion de solution est très relative, mesdames et messieurs. Le problème de ce que je viens de vous donner là comme exemple très précis, le problème c'est que c'est à peu près la même chose pour la plupart des solutions qu'on nous présente comme telles, qui sont des manières de se tirer de l'ornière à court terme, une façon de se tirer une balle dans le pied pour la suite. Bref, on va y revenir encore, plein de choses auxquelles on va revenir. Des problèmes, il y a des phénomènes d'assèchement des cours d'eau. Tiens, je vais tout faire comme ça maintenant. On a rien de problème. Problème d'assèchement des cours d'eau. Ça, c'était la Loire, il y a 2 ans, en juin, il y a 2 ans, entre Angers et Nantes. Et donc, ça, c'était prévu par les modèles, et c'était prévu pour les années 2040. Et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait anticipé. On a des phénomènes de désoxygénation, c'est-à-dire moins, voire plus d'oxygène dans certains endroits, sur les zones côtières et au large, avec des écosystèmes entiers qui s'effondrent par suffocation. Je continue. La troisième dimension du système Terre, c'est la cryosphère. En fait, la cryosphère est une sous-partie de l'atmosphère parce que ce sont c'est l'eau aussi, mais c'est l'eau sous forme solide. Ce sont les glaciers, ce sont les inland seas, c'est-à-dire de la glace sur du continent, Antarctique, Groenland, ce sont les banquises, et ce sont les sols gelés de haute latitude, sol, permanente. On le fait, le GIEC, dans ce rapport spécial de la cryosphère, la cryosphère en 2019, a pointé le fait que ça fondait, d'accord, mais surtout a souligné le fait, et c'est ça qui est important, que ça fond beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu, et que nous ne savons pas aujourd'hui totalement comprendre pourquoi ça fond si vite. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'Arctique, depuis une quarantaine d'années, se réchauffe en moyenne environ 4 fois plus vite que le reste du monde. Quatrième dimension du système Terre, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, c'est ce que c'est. Si on regarde ce que nous enseignent les carottages glaciaires en Antarctique, on peut remonter sur 800 000 ans et un peu plus, et on peut retracer sur ces 800 000 ans la concentration atmosphérique en CO2. Et ce qu'on observe, c'est ça, des hauts, des bas. On sait par ailleurs que ça corrèle extrêmement fort avec en bas les aires glaciaires et en haut les périodes interglaciaires. Voilà. Et aujourd'hui, on est en haut à droite. Aujourd'hui, on est une concentration atmosphérique en CO2 qui est la plus haute d'après le GIEC depuis à peu près 2 millions d'années. D'après d'autres études, ça remonterait à au moins 16 millions d'années d'ailleurs. Bref, on est plutôt dans un cycle. Et si jamais il y avait encore un doute dans votre tête sur qu'est-ce qui cause ça, est-ce que c'est des activités humaines ou pas, sachez que oui, on le sait. J'ai pas dit on le pense, j'ai pas dit on le croit, c'est pas une théorie, c'est on
on le sait. Voilà, c'est factuel, parce que le carbone qui est responsable de ce réchauffement et qu'on trouve dans l'atmosphère, c'est un carbone qui a une signature isotopique en carbone 13 qui est spécifique au combustible fossile. On sait que ce carbone provient, depuis le 19e siècle, de la combustion du gaz, du pétrole et du charbon. On a maintenant, sur les deux, on zoome, c'est la même courbe, mais zoomée sur les 2000 dernières années. Voilà, la contention atmosphérique en CO2, on voit bien qu'il y a une petite accélération à partir de l'ère industrielle ou de l'industrie, le milieu du 19e siècle. Si on retranscrit l'évolution de la température de surface sur la planète moyenne, voilà ce qu'on observe depuis 2000. Alors, est-ce que ça décarbone maintenant? Puisque bon, ok, ça fait maintenant quelques décennies qu'on parle du problème, de façon de plus en plus intense. On s'est quand même mobilisé pas mal. Oh oui, c'est pas génial. Oh oui, il y a des problèmes. Oh oui, ça manque de volonté politique. Oh oui, ceci, oh oui, cela. N'empêche que, il y a quand même des choses. Donc, concrètement, ça décarbone ou pas? Quelqu'un qui a dit non, il a raison. Si on regarde ce que je veux dire, effectivement, dans les rapports du GIEC publiés en septembre dernier, voilà, jusqu'en 2019, comment ont évolué depuis 1850 les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et même si certains pays ont fait des efforts, certains pays ont calmé un petit peu le jeu, les pays riches, uniquement les pays riches, très largement désindustrialisés, les autres pays, eux, ils ne peuvent pas faire la même chose, les pays très lourds au reste du monde, eux, ils ne peuvent pas décarboner. Au final, ça continue d'augmenter, et ça continue d'augmenter de plus en plus vite. Et ça, c'est le problème, c'est que ça continue d'augmenter de plus en plus vite. Et là, je dois clarifier quelque chose. Parce que les gens ne comprennent pas ça. J'en ai encore parlé récemment avec un énergéticien, un spécialiste de l'énergie qui n'avait pas compris ça. Était stable, c'est-à-dire chaque année, si on émettait exactement la même quantité. Là, ce n'est pas le cas. Imaginons. Alors, la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre augmenterait chaque année de la même quantité. Si les émissions ne bougent pas, la concentration augmente au même rythme chaque année. Modulo l'efficacité du puits de carbone, parce qu'en première approximation, on peut dire ce que je veux dire. Si les émissions de gaz à effet de serre augmentent, alors la concentration augmente de plus en plus vite. Et le problème s'aggrave de plus en plus vite. Et aujourd'hui, avec la somme de tout ce qui a été fait, la seule chose qu'on a réussi à produire, c'est que les émissions augmentent moins vite. Les émissions augmentent moins vite grâce à tout ça. Mais elles continuent d'augmenter. Donc la concentration atmosphérique continue d'augmenter de plus en plus vite. Elle continue de s'aggraver de plus en plus vite. Et juste un petit peu moins de plus en plus vite que si on n'avait pas fait tous les efforts qu'on a fait. Voilà ce que ça signifie, mesdames et messieurs. On a joué que sur la dérivée seconde du problème jusqu'à présent pour le plateau. Là, donc, c'est pour ça que je dis, oui, on en a besoin, oui, il faut le faire, oui, c'est largement mieux que si on ne l'avait pas fait, bien évidemment, mais est-ce qu'il faut compter sur ça pour résoudre le problème et de rien faire d'autre? Non, ce n'est pas une solution, c'est juste une atténuation. Et je ne pense pas qu'il y ait une solution. Jusqu'à présent, on dit oui, mais ça manque de volonté, il faut continuer dans cette direction avec plus de volonté. D'accord? Donc on a une pédale, c'est une pédale qui a un potentiel de freinage, c'est la pédale de frein, et on pense que si on appuie à fond sur la pédale de frein, on va faire une marche arrière. Pour moi, c'est pas la même fonction. On n'y est pas. Bref, mais ça ne veut pas dire une fois de plus, il ne faut pas le faire. Il faut juste pas, il faut bien comprendre ce que ce n'est pas une solution, excusez-moi. Quand on regarde au niveau mondial comment est produite l'énergie, on voit que l'énergie primaire est produite encore à 82-84% aujourd'hui par du gaz, du pétrole et du charbon. Voilà, donc évidemment, le moteur électrique, les moteurs électriques qui est bien supérieur aux moteurs thermiques, donc on peut gagner un petit peu là-dessus. Enfin, les ordres de grandeur sont tels, et la vitesse de décarbonation du monde est si limitée que malgré tous nos efforts aujourd'hui, c'est à peine dans l'épaisseur nucléaire. Les renouvelables, c'est tout en haut. C'est la petite partie en haut de cela. Bien. Donc l'ACC, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est le texte qui est utilisé pour définir ce qui se passe à l'intérieur des COP. On ne fait pas n'importe quoi dans les COP. Il y a un texte cadre. Bon, à l'intérieur de ce texte, on peut voir, vous retrouvez ça facilement en ligne, article 3, alinéa 5, qu'il faut une croissance économique durable et un développement durable, et ne surtout pas entraver le commerce international. Selon moi, il y a le verre est dans la pomme à ce niveau-là. Et selon moi, le problème, voyez-vous, c'est qu'on essaie de résoudre un problème en dérangeant le moins possible le système qui engendre ce problème. Résultat des courses, voilà comment évolue la concentration atmosphérique en CO2 depuis une soixantaine d'années. Et voilà le début des COP.
Et ce que l'on voit là, c'est que depuis le début des COP, non seulement ça continue d'augmenter, mais, comme je vous le disais, de plus en plus vite. S'il n'y avait pas eu les COP, je vais les mettre là-haut, s'il n'y avait pas eu les COP, on ne serait pas là, on serait là, on serait encore plus haut. Une fois de plus, hein, je prends. Mais ce n'est pas une solution. Est-ce que vous savez d'où provient essentiellement en France, pareil pour une société moderne, d'où provient essentiellement notre empreinte écologique? C'est la voiture, point numéro 1, le gaz et le fioul pour se chauffer, et la viande, les protéines animales de manière plus générale. Si on ne joue pas massivement sur ces trois postes-là, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de faire quoi? Eh bien, dans les 26 prochaines années, de passer de la première à la deuxième ligne, c'est-à-dire ce que l'on doit faire pour respecter l'accord de Paris. Diviser par 5, on est en train de perdre la moyenne d'un Français. Je vous le dis tout de suite, on ne divisera pas, ça va piquer. Ça va piquer. Parce qu'on peut faire moins 10%, ça c'est facile. Moins 20, déjà c'est très difficile. Moins 30, je crois qu'on, là, avec le relevé dont on dispose, si on y arrivait, ce serait déjà absolument incroyable. Et après on ne sait plus. Tous les degrés, tous les pourcents ne se valent pas. Les premiers pourcents sont les plus simples. Après, ça devient difficile. Surtout quand ça vient à l'encontre d'un système économique. Ah, c'est problématique. Bref, on va devoir faire des arbitrages. Je vais vous dire le truc, c'est que si on ne les fait pas, le système climatique va les faire pour nous. Plutôt que d'avoir réussi nous-mêmes à réguler ce qu'il fallait, on va faire partie de la régulation thermodynamique du système. Cinquième dimension du système Terre, c'est la biosphère. La biosphère, c'est l'ensemble du vivant, toutes les formes de vie. Il y a des dizaines de milliers d'études, j'en utilise deux qui sont très intéressantes. Celle-ci qui a retracé depuis 1970 la dynamique d'environ 32 000 populations de vertébrés partout sur la planète. Les vertébrés, c'est une grande famille du vivant qui intègre à la fois les mammifères terrestres et marins, les poissons, les amphibiens, les reptiles, et les oiseaux, excusez-moi. Les poissons aussi d'ailleurs, les oiseaux. Donc, tout ça, si vous voulez, on observe des taux de déclin partout, sur les 5 continents, dans tous les océans. Il y a quelques exceptions très localisées, près de projets de l'introduction, programmes de l'introduction qui ont fonctionné, mais globalement, les taux de déclin sont partout. Et quand on fait la moyenne des taux de déclin, en 48 ans, on obtient 69%. Moins 69%. Donc, parmi les messages importants que j'ai à vous faire passer, il y a celui-ci, très sympathique, que, honnêtement, hein, j'en ai parlé beaucoup avec des biologistes, avec des écologues, il n'y en a pas un qui est digne de ce nom, qui remet en question ce que je vais vous dire maintenant. Par contre, disons que la manière dont je vais vous le dire, certains n'approuvent pas. N'approuvent pas parce que je fais faire quelque chose, là, dans les quelques secondes, que beaucoup se refusent à faire. C'est-à-dire, je vais vous parler comme à des adultes. Et je vais vous dire les choses comme elles sont, sans enrober. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Voilà. Je ne peux pas synthétiser mieux la situation. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Et on regarde Netflix. La vie sur Terre. On est rentré, ça fait maintenant au moins 15 ans qu'on en parle, on est officiellement rentré dans une grande dynamique d'extinction de masse de toute la vie sur cette planète. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans le meilleur des cas, dans nos bons jours, si on est bien luné, si on fait partie des gens qui s'y intéressent, on fait des petits efforts. Et certains en font des gros. Certains. Mais enfin, on les compte sur les doigts d'une main. Donc, on fait des ajustements, on fait des aménagements. Je crois qu'on n'a pas bien compris ce qui est en train de nous arriver, et je crois qu'il est temps de se réveiller, mais grave. Je pense qu'il est temps, là, de se lever et de se densifier et d'être un petit peu sérieux face aux enjeux de notre temps. Parce qu'on va faire des marches pour le climat, on va boire un verre et c'est sympa. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas des moments sympas. Je dis que là, si on laisse ce système aller jusqu'au bout, ce système va finir de faire s'effondrer la vie sur Terre et on fera partie. On fera partie de la dynamique. Bref, ça devrait être une question de vie ou mort, en fait, de survie, tout simplement. Légitime défense, mais aussi assistance à être en danger, à tout ce que vous voulez en danger, tout est en danger, en fait. On s'en rend pas compte, parce qu'on est encore bien dans notre petit confort. Nous avons pas mal d'études, je disais, sur la biodiversité, c'est également intéressant. On a évalué la biomasse que représentent les mammifères terrestres et marins sur la planète. On les a vu à 62% environ de cette biomasse, c'est les animaux d'élevage, 34% les humains, 4% la faune sauvage. Sur les oiseaux, sur les volatiles, tout ce qui a des ailes, ça ne vole pas, c'est pas bien. Sur les volatiles, on évalue que 29% des volatiles, 29% de la biomasse totale des volatiles, ce sont les volatiles
Sauvage. Et 71%, c'est la volaille d'élevage. Ah, c'est bon, hein, le poulet. Ça, c'est bon. Dernière dimension du système Terre, la pédosphère. La pédosphère, c'est pas ce que vous voyez. Ce sont les sols. Les experts de sols nous disent que 75% des sols environ sont dégradés par les activités humaines et 33% en moyenne, enfin un tiers, extrêmement dégradés. Et là, je dois souligner quelque chose d'extrêmement important aussi. C'est que même si nous n'avions pas de problème de climat, je ne suis pas en train de le nier, il est très important, il est prioritaire sur quasiment tout le reste. Quasiment tout le reste. Mais même si nous n'avions pas de problème de climat, de problème d'énergie, de ressources, la vie sur Terre serait quand même en train de s'effondrer. Monsieur, ce sont deux problèmes qui interagissent l'un avec l'autre, mais si on élimine le premier, le second restera. Qu'est-ce qui fait en sorte, aujourd'hui, c'est quoi qui exerce la plus grosse pression sur le vivant aujourd'hui? C'est l'agriculture, de très très loin. C'est nourrir énormément de monde et des gens qui, globalement, sur Terre, veulent manger plus de protéines animales. Et ça ne marche pas, parce que produire des protéines animales demande énormément d'espace. Et donc on va déforester, on va artificialiser, etc. Puis je vous passe également le fait que, bien évidemment, pour produire beaucoup pour tous ces gens, il faut que ce soit efficace. C'est une question de flux. Ah oui, les gens, ils ont besoin de manger à chaque repas, donc même s'ils ne le font pas tous. Donc c'est une question de flux. Et donc, on intensifie. Et une des parties d'intensification, avec évidemment la mécanisation lourde, un certain nombre d'autres choses, une des parties, c'est les produits chimiques. Et puis c'est la monoculture, et c'est l'uniformisation. La monoculture, ce n'est pas résilient. Quand il y a une maladie, un parasite, un problème climatique, c'est tout le monde qui meurt d'un seul coup. Ce n'est absolument pas résilient. Mais c'est efficace. C'est ce qu'on a de plus optimisé. C'est optimisé, et on a optimisé ainsi le monde entier. On l'a optimisé malheureusement pour des conditions de fonctionnement qui vont bientôt, et pour une stabilité, qui ne vont bientôt plus être là. Et donc cette optimisation, on va la payer cher. Parce que ce ne sera pas résilient face à l'instabilité qui arrive. Aujourd'hui, au niveau mondial, 48 millions de kilomètres carrés sont consacrés à l'agriculture. Sur ces 48 millions de kilomètres carrés, 80% sont consacrés à l'élevage. C'est essentiellement pour produire la bouffe qu'on donne à manger aux animaux. Et pourtant, ça ne produit que 17% des calories alimentaires de l'humanité. Et rapidos, sur un point de table, petite règle de 3, vous pourrez vérifier que si l'on divisait par 2 l'élevage, c'est purement hypothétique, on divise partout par 2 les quantités de bêtes élevées, si on faisait juste ça et le reste du monde ne change pas, alors on pourrait multiplier par à peu près 1,9 la quantité de protéines animales produites. De calories alimentaires que ce qu'on rapporte produites. Bon, bref, et vous pourrez voir que l'efficience protéinique de l'élevage de la viande est extrêmement mauvaise. Le pire, c'est en bas, c'est le bœuf. Enfin, le pire, c'est le veau. Mais ça n'apparaît pas sur ce graphique. Le pire, c'est le bœuf. Il faut apporter 100 protéines sous forme végétale pour récupérer 3,8 protéines animales en course. C'est encore pire sur l'efficacité énergétique. Il faut apporter 100 d'énergie sous différentes formes pour récupérer 1,9 d'énergie finale sous forme de calories alimentaires. J'attire votre attention rapidement, mais vous irez voir la présentation si ça vous chante, sur le fait qu'on peut se poser des questions sur oui, mais moi concrètement dans mon régime alimentaire, je dois faire quoi? Parce que les gens ne sont pas d'accord, il y a des experts qui ne sont pas d'accord entre eux. Bon, alors, soyons clairs, il y a effectivement énormément de choses qui circulent, qui ne sont pas alignées, c'est très difficile de se faire une idée sur cette question. Très difficile. Vous allez vous balader un peu sur des réseaux sociaux et vous allez tomber sur des trucs qui sont divergents. Vous allez tomber également sur de la mauvaise foi patentée d'un côté comme de l'autre de l'équation. Et c'est très difficile de se faire une idée. Et finalement, on en revient à l'idéologie. Bon, alors pour sortir de ces conneries-là, pour sortir de l'idéologie et pour se faire vraiment une idée, il y a des gens, ça s'appelle le GIEC, qui ont fait une synthèse de l'état des connaissances scientifiques sur cette question de l'impact de nos modes alimentaires. L'impact climatique, le reste, sur les aquifères, sur la pollution, ça n'a pas été évalué. C'est le GIEC qui ne s'occupe que de climat. Et sur la question climatique, ils ont fait le taf, ils ont fait la synthèse de toutes les données scientifiques accumulées jusqu'en 2019, ou un peu avant 2017, je pense. Tout ce qu'a fait les publications scientifiques, et la conclusion de leur synthèse, elle est là, et vous pourrez la retrouver dans un rapport de 2019. Globalement, moins vous mangez de protéines animales, plus votre potentiel d'atténuation du réchauffement climatique est grand, c'est-à-dire moins vous émettez globalement. Voilà, tout en haut, il y a les véganes, tout en dessous, les végétariens, tout en dessous, les flexitariens. Et après, d'autres modèles alimentaires. Après, très honnêtement, moi, dans cette étude, il y a des choses qui m'ont énormément surpris. Et moi, je ne suis pas fondé à remettre en cause. Par exemple, je suis surpris de voir que le pire régime, c'est le régime méditerranéen. Il est tout en bas, c'est celui qui... Voilà. Étonnant, mais que voulez-vous. Voilà. Donc ça, c'est le système Terre. Maintenant, avec le système Terre, qui
qui interagit de façon dynamique permanente avec le système Terre, nous avons l'anthroposphère. L'anthroposphère, c'est la somme des activités humaines. Ce sont à la fois les constructions anciennes et actuelles, ce sont les objets, les produits, et c'est les humains eux-mêmes. Et l'anthroposphère explose. Elle explose depuis une cinquantaine d'années. Et cette étude publiée en 2015, la grande accélération, qui a étudié à gauche un certain nombre d'indicateurs liés aux activités humaines, et on voit que depuis les 30 glorieuses, ces indicateurs explosent. Donc on a par exemple, on ne pas très bien, la consommation d'énergie primaire, la consommation d'engrais, l'usage de l'eau, la production de papier, les transports, les télécoms, le tourisme, etc. Ça explose. Et puis à droite, nous avons les impacts que cela a sur le système Terre. Des impacts qui, eux-mêmes, concomitamment, explosent. Donc en haut, on a la concentration atmosphérique des principaux gaz à effet de serre, on a l'acidification des océans, on a la température de surface, on a l'accumulation d'azote dans les zones côtières et tous les problèmes de désoxygénation que cela cause, on a des problèmes de perte de forêt tropicale, etc., etc. Bien, une anthroposphère explose, les impacts sur le système Terre explosent. Maintenant, on entend. Et ne me dites pas, ne me mentez pas, je sais que vous l'avez dit. Et je vais être franc avec vous, moi aussi je l'ai dit. J'ai dit ça. J'ai dit l'humanité confrontée à une crise écologique. J'ai prononcé très souvent le mot crise écologique. Alors en fait, c'est faux. C'est la nature qui est confrontée à une crise humaine. Et c'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Si on part du principe que les sociétés humaines sont confrontées à des problèmes qu'elles doivent résoudre pour se préserver, on est mal barré. On n'est pas confronté à des problèmes, on les crée. Donc on ne doit pas essayer de se préserver, on doit se remettre en question. On doit se remettre en question pour essayer de préserver l'habitabilité de la planète Terre. Et on sera vainqueur dans cette histoire. Bref, aujourd'hui, au niveau mondial, on est dans une situation de dépassement écologique planétaire, c'est-à-dire que depuis une cinquantaine d'années, les gens qui calculent les indicateurs qui sont affichés là, en rouge, l'empreinte écologique, en vert, la biocapacité, depuis une cinquantaine d'années, la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Globalement, ce sont les indicateurs dont on pourrait parler longtemps, ils ne sont pas parfaits, mais ce sont les meilleurs dont on dispose aujourd'hui pour estimer, d'un côté en rouge, la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre, de l'autre côté en vert, la capacité du système Terre à encaisser ces pressions. La limite n'a pas dépassé. Bref, on a dépassé les limites, et on continue de les dépasser depuis une bonne cinquantaine d'années. Les gens qui calculent cette limite. Et donc, ça se transcrit en d'autres dépassements d'un certain nombre de limites. Cette étude, dont certains auront entendu parler, cette étude publiée en 2009 et remise à jour un certain nombre de fois depuis, et dernière mise à jour c'est septembre dernier, a essayé de répondre à la question suivante: n'y a-t-il pas de limites à ne pas dépasser? Et soyez pas franchis pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre. Alors vous voyez, comment vous dire, je suis sûr que si je prends n'importe qui dans cette salle, cette personne a des problèmes personnels, plus ou moins graves, des problèmes familiaux, des problèmes de couple, des problèmes psychologiques, peut-être va savoir. On a des problèmes collectifs, on a des problèmes dans notre société. Non, vous crois non, pas en ce moment, mais et nous avons de toute façon plein de grands problèmes dans le monde. Il y a des problèmes ailleurs qui sont encore, et vous le savez, encore beaucoup plus graves. Bien, moi je vous parle du fait que c'est l'habitabilité même de la planète Terre qui se joue dans les 20 à 30 prochaines années. Et ça, si on ne s'attaque pas un minimum, notre capacité à résoudre les autres problèmes, elle va s'effriter de plus en plus vite. De plus en plus vite. Évidemment, on a des gens, et je cite personne, et vous comprendrez intuitivement, je ne vais pas parler de politique, c'est pas politique. On a des gens qui prennent des décisions, qui n'ont à la fois rien compris à ces enjeux-là, donc rien compris à l'avenir, et qui manifestement n'ont pas non plus retenu les leçons de passion. Quand on comprend ni rien, ni au présent, ni à l'avenir, ni au passé, ça fait, quelque part, les conditions sont réunies pour que ce soit une belle fiesta. Est-ce qu'à présent la situation est claire, mesdames et messieurs? Je vous laisse répondre, c'est une question, donc vous devez répondre. Plutôt oui, plutôt non, plutôt je sais pas. Oh là là, tant mieux, c'est normal. Bon, bref.